où vous deviez récupérer une batterie. Pour vous, il ne s'agirait que de coïncidence? Oui, c'est le cas. À chaque fois? Oui. Êtes-vous responsable de la mort d'une de ces femmes? Non. C'est toi. Tout au long de son interrogatoire, Paul Dennière fait preuve d'un sang-froid étonnant. Il répond avec calme et précision aux questions de Rod Wilson, avance des arguments logiques et crédibles pour justifier sa présence à proximité des scènes de crime et finit même par semer le doute dans les esprits des enquêteurs. En dernier ressort, le policier lui demande de se soumettre à une comparaison d'échantillons d'ADN. Un test imparable, fiable à plus de 99%. Et cette proposition fait basculer l'interrogatoire et désorganise complètement le système de défense du suspect. La police continue d'interroger le suspect principal, Paul Charles Dennière. Regarde-moi ça. Sa voiture est égarée à proximité de Il ressemble à une femme. Le corps de Nathalie Russell a été découvert. Dans son appartement ont été retrouvés des éléments permettant de le relier à la scène de crime. Et sur ses mains, on relève la présence de coupures suspectes. On a besoin d'effectuer un prélèvement sanguin pour confirmer ou infirmer votre implication dans ces meurtres. On lui a demandé d'effectuer un prélèvement ainsi que l'autorisation de prélever d'autres tissus pour les comparer à ceux trouvés sur Nathalie Russell. C'était le seul moyen de le relier au meurtre. On va faire une pause. Vous voulez un café ou un verre d'eau? Un autre café. Vous le prenez comment? Avec du lait et de sucre. Je vous fais apporter ça. On fait une pause. À ce moment précis, il a commencé à prendre conscience qu'il allait devoir se soumettre à des examens sanguins et que les tests ADN pouvaient le relier aux scènes de crime. Il savait qu'on ne croyait pas à sa version. Pour vous, il ne s'agirait que de coïncidence? À chaque fois? Oui, c'est le cas. Je pense qu'il savait... Bonjour, vous ne savez pas pourquoi. Et pendant que nous attendions que nos experts du laboratoire médico-légal interviennent pour les prélèvements, l'inspecteur Darren O'Lachlan est resté avec Paul Dennière. Darren portait une croix autour du cou, et Paul lui a demandé s'il était croyant. Et la conversation s'est engagée sur ce thème. Vous avez parlé à l'inspecteur O'Lachlan, et vous lui avez dit que vous étiez responsable des meurtres de 3 femmes. Est-ce exact? Pourriez-vous nous expliquer avec vos mots à vous ce qui s'est passé concernant la mort d'Elizabeth Stevens à Langwarren? Je l'ai vu descendre du bus. Attendez un peu. Mais pourquoi c'est... Attends. Donc, écoutez l'histoire-ci. Donc, ma télévision s'est connectée directement avec... Parce que... Donc, écoutez l'histoire-ci. C'est juste que... Donc, ma télévision s'est connectée directement avec... moi, si j'ai quelque chose à faire dans ma maison ici. La maison ici, donc tout est connecté ici. Hein. Donc, ça va plus directement comme ça, comment? Ok. Ah. Mais attends. Je ne savais pas comment ma télévision était connectée. Moi... Je ne vois pas les commentaires ici, mais je vois les commentaires ici. Bonjour, moi, Jean. Ahmed de Saint-Méliman. J'ai très faim. Comment je dois manger le matin? J'ai faim.
était garée juste en face, ce qui fait que je pouvais la voir d'où j'étais. Pourquoi Tu n'as l'avoir même pas choisi, elle? J'ai ressenti le besoin de le faire à ce moment-là. Et ensuite, que s'est-il passé? Elle est ressortie. Je l'entendais avancer vers la voiture et moi j'étais caché à l'arrière. Elle est remontée en voiture sans me voir. Elle a commencé à manœuvrer pour faire demi-tour. C'est là que j'ai sorti un revolver. Elle a foncé dans son Regarde-moi ça. Elle l'a percuté où? Ici, je crois. Même ça, même que. L'impact sur le capot. Et après, vous avez pris la direction de Kananook Avenue? Il était complètement détaché de tout ça. Bah oui. Comme si cela n'était jamais arrivé. Il racontait les choses avec beaucoup de froideur. C'est un tueur. Debbie vers Taylor Road. Il tente d'abord de l'étrangler avant de la poignarder, tout comme Elizabeth Stevens. J'ai traîné son corps sur 1 mètre environ vers les arbres et je l'ai laissé contre la clôture où on l'a retrouvé. Après, j'ai cassé 2 branches de l'arbre le plus proche et je les ai posées sur elle. Je suis remonté en voiture, j'ai réglé le siège parce qu'elle était beaucoup plus petite que moi et j'ai pris la direction de Madden Street. Pourquoi Madden Street? Ni trop près ni trop loin de chez moi. Le lendemain, plusieurs témoins décrivent un homme ressemblant à Paul Denière qui serait retourné à la voiture de Debbie pour récupérer ses courses et son portefeuille. Je voulais connaître son nom et voir ce que contenait son portefeuille. Je l'ai enterré sur le terrain de golf. Vous pouvez nous montrer où exactement? Oui, avec précision. Comment allez-vous le retrouver? Je le retrouverai. Vous nous avez conduits jusqu'ici, jusqu'à l'ouverture faite dans le grillage. Et c'est donc par là que vous avez enterré le portefeuille? Il creusait avec un peu d'acharnement, et on avait presque envie de lui dire de ne plus rien faire, que de toute façon on allait le retrouver. Mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Comme pour nous prouver qu'il disait vrai. Il avait peur qu'on ne le croie pas. Vous pouvez le tenir comme ça, et le secouer un peu pour enlever la terre. C'est donc là que vous l'aviez enterré. Il appartient à... DB Frame. 3 semaines plus tard, la police et l'assassin retournent sur les lieux. Vous pouvez nous parler de ça? Ce jour-là, j'étais venu ici plutôt pour faire des trous dans le grillage. Avec quoi? Des pinces. Ouais. J'étais installé ici et j'ai regardé Nathalie Russell. Il y a un truc dans la femme. Merci, ma seule pomme. J'ai remarqué qu'il y a certains hommes qui savent d'abord qu'ils sont un peu... pas émasculés, non. Non. Qui sont efféminés. Et efféminés sont très méchants. Parce que si vous voyez l'histoire-ci, l'homme, si vous le voyez là, il est comme une femme. Il a les jambes d'une femme. Il est comme une femme. Ouais. Et il tue les femmes parce qu'il devait être à la place de ces femmes. Je vous raconte mes histoires là, demain debout. Alors, comment allez-vous? C'est mardi noir à Paris. Il y a les grèves partout. Il n'y a pas de train, il n'y a rien. Même les enfants ne sont pas dans l'école. Macaro, macaro. Il y a quoi de neuf à Facebook? A agressé Rosa Poss la nuit où il a tué Debbie Frame. C'est arrivé plusieurs semaines après Elizabeth Stevens. Oui, j'étais dans cet état comme tous les jours. Et cette pulsion est devenue plus forte jusqu'à ce que j'en arrive là. Vous aviez la même arme? Oui, la même. C'est celle que vous aviez quand vous avez agressé Elizabeth Stevens?
Oui, c'est celle-là. La même pour Deborah Fryn? Oui. La même pour la jeune femme de Seaford? Oui. Si cette femme ne s'était pas enfuie, qu'auriez-vous fait? Je l'aurais tuée. Rosa n'est pas la seule à avoir échappé au tueur. Ça fait plusieurs années que je repère des femmes comme ça, à Frankston. Ah. J'attendais juste l'opportunité de passer à l'acte, le bon moment. La confession de Paul Denyer dure plus de 5 heures. Paul Denyer, 21 ans, sans emploi, a été inculpé ce matin au commissariat de Frankston. 21 ans, sans Le périmètre emploi. avait été sécurisé lorsque l'accusé a quitté le poste dans un véhicule escorté par une seconde voiture de police. Quand j'ai rejoint mes collègues dans la salle des opérations, je peux vous assurer que le sentiment de satisfaction était palpable. On était tous soulagés, contents d'avoir attrapé le coupable. Tout le monde y allait de son petit commentaire. Ça tient à l'implication de chacun. Autant consacré à l'enquête, aux malheureuses victimes. Notre satisfaction était manifeste. On s'est tous retrouvés aux petites heures du matin pour partager quelques bières avant de rentrer chez nous. 21 ans. Un tueur en série. Quand tout a été terminé, il s'est levé, il s'est avancé vers moi, il est resté devant moi et il a juste dit « Je suis désolé ». Et je me suis dit « Tu peux me mentir à moi, mais pas à Dieu ». Une fois le jugement rendu, la presse révèle des pans entiers de la pitoyable existence de Paul Denyer. On apprend ainsi que le profil de l'assassin coïncide en tout point avec celui d'un tueur en série tel que le décrivent les manuels de criminologie. Issu d'une famille violente, fraîchement immigrée en Australie, Denyer est un enfant obèse, introverti, solitaire. Voilà. Très jeune, il fait une chute et subit un traumatisme crânien. Puis, il est victime d'abus sexuels que lui inflige son frère aîné. Il témoigne ensuite d'un goût maniaque pour les couteaux et les pistolets qu'il confectionne jusqu'à l'obsession. Après avoir martyrisé l'ours en peluche de sa sœur, il tranche la gorge du chaton de la famille et suspend sa dépouille à un arbre. À l'âge de 13 ans, il vole une voiture. 2 ans plus tard, il est jugé pour avoir obligé un camarade à se masturber devant des enfants. Eh ben, dis donc. Et l'escalade se poursuit, inexorable, terrifiante. Devenu adulte, il s'attaque à 2 chèvres dans le champ voisin de son travail qu'il dépèce avec sauvagerie. Dès lors, plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Devenu asocial, il se fait licencier des emplois subalternes qu'il occupe. Enfin, en 1992, un an avant les meurtres, il cambriole l'appartement de ses voisins, détruit leur mobilier, lacère leurs vêtements, tue la chatte et ses chatons, les découpe en morceaux et éparpille leurs entrailles sur les murs. Que pouvait-il advenir d'un être à ce point pervers et perturbé? Vraiment. Seuls des soins psychiatriques appropriés auraient pu, peut-être, stopper le monstre avant qu'il ne s'en prenne à des jeunes filles. Pour nous, ça a vraiment été un énorme choc. Après avoir fait subir ces choses horribles à ces jeunes femmes, le fait que le tribunal n'ait prononcé qu'une peine de 30 ans pour 3 meurtres, c'est scandaleux. 30 ans. Malheureusement, combien de fois se retrouve-t-on confronté à cette situation? À leur sortie de prison, il recommence. Bah oui. Il ne pourra jamais s'en empêcher. C'est ce qu'il est, c'est tout. Un assassin. Le 20 décembre 1993, pour avoir assassiné 3 femmes et en avoir agressé une autre, Paul Denyer est condamné 3 fois à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Oui. En rendant son verdict, le juge déclare que la peur que le tueur en série a fait régner restera longtemps gravée dans les mémoires de milliers de femmes. Oh, j'oubliette. Pourtant, 6 mois plus tard, Denyer fait appel du jugement et voit sa peine ramenée à 30 ans de réclusion incompressible. 30 ans. Bien que cette sentence soit la plus sévère jamais prononcée en Australie, les familles des victimes se sentent trahies par la décision de la Cour suprême. En 2023, Paul Denyer
recouvrira sa liberté. Ah! Il sera alors âgé... Nous sommes en 2023. Non. 51 ans, il n'est pas encore tué. À l'heure où je vous parle, eh bien, je pense avec compassion aux habitants de la ville australienne dans laquelle il aura la mauvaise idée d'aller s'installer. Ainsi s'achève cette émission. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette antenne pour un nouveau numéro des Enquêtes Impossibles. Donc on est dehors. Bonjour. Moi, je passe ma vie à regarder les enquêtes impossibles. Donc, l'actualité, là, il n'est pas défilé. Hein? Les Parisiens, là, il y a la grève à Paris, hein? Il n'y a aucun train. Il dit qu'il n'y a que des voitures qui partent au travail, là. Il n'y a pas de train. Il dit que Paris, c'est grave aujourd'hui. Hey! C'est Massa. Non, bien quand même cruel. Cruel. Non, il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de... Il n'y a rien du tout. Hein? Il n'y a pas de train. C'est calme dehors. Même les enfants ne sont même pas là à l'école. Paris est paralysé, c'est normal. Quand toi-même, hein, tu reçois que moi je n'ai pas de gaz ici chez moi. Moi tout ici est électrique. On me fait payer le gaz de 116 €. Est-ce que j'ai le gaz chez moi? Je n'ai pas de gaz ici. Voilà le problème qu'il y a. Donc on me fait payer quelque chose que je ne paye pas. Que je n'ai pas. Et ça fait des années qu'ils me font payer 38 €. 38 €. Si c'était même l'énergie, le courant, même j'allais dire que oui. Qu'ils ont augmenté la facture de courant. Mais là, ils m'ont augmenté la facture du gaz. Est-ce que j'ai le gaz chez moi? Moi, je n'ai pas de gaz, hein. 116 € tous les mois. C'est beaucoup. C'est normal qu'il y ait les grèves dehors. Non, c'est que je paye le courant ici 180 €. Que j'ai étudié d'abord même quoi ici. Que je sois là, que je ne sois pas là, c'est 180 € tous les mois. Maintenant, on me rajoute encore combien? 116 €. Donc, je suis là dans le combien là? Presque 390 € le mois. Non, 290. Oui. Presque 300 € le mois. C'est beaucoup. Même les bus, il n'y a pas. Et là, c'est opération walk à pied. Pour aller d'abord où? J'ai appris que j'ai été insulté. Quand comment m'a insulté. Parce que j'ai appris, hein. Que là, elle, c'est vrai ou faux? J'ai appris que j'ai été insulté. Je veux savoir pourquoi. J'ai encore fait quoi? C'est de comme amoureux. C'est vrai ou faux? Si je puis dire, malade sur Internet. Derrière leur ordinateur, les gens peuvent vraiment se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Très souvent, les choses tournent mal. Les enquêteurs confient l'ordinateur de Darlene au laboratoire de la police scientifique qui utilise le logiciel d'investigation NCAS. Il n'y a pas.
recherche sur Internet, dans sa messagerie. Oh, le jeu là, quand même. On peut consulter son historique sur Internet pour voir quelle page ont été visitées et quand. L'enquête permet de retrouver plusieurs emails troublants que Darlene a reçus 10 jours avant sa disparition. Les emails contenaient des menaces, mais le style était en quelque sorte très puéril. Le langage était très pauvre. L'expéditeur est une femme dont le pseudonyme est Wendy Smith. Salut Darlene, tu crées des problèmes. T'es moche et bête. Ça glace, je te déteste. Mais selon ses amis, Darlene ne connaît aucune Wendy Smith. On a supposé que ces emails avaient sûrement été écrits par une personne sourde. Je me suis dit que les personnes ayant ce handicap ne maîtrisent pas forcément bien le vocabulaire de la conversation. Oh là là. Elles s'expriment plutôt avec Merci. une phrase mal structurée pour aller à l'essentiel. Mais comme moi, quand je ne mange pas le matin, hein, moi je mange comme ça le matin. Et toute la journée, je ne mange plus. Je peux grignoter un petit truc. La police retient 3 hypothèses. Soit la jeune femme a été enlevée, soit elle a été agressée à l'extérieur de son appartement, soit encore elle a disparu volontairement. Un élément plaide malheureusement en faveur de ces 2 premières suppositions, car le téléphone portable dont elle ne se séparait jamais a été retrouvé sur la table de sa cuisine. Le seul début de piste intéressante dont disposent les enquêteurs est une série d'emails enfantins et agressifs envoyés à Darlene par une certaine Wendy Smith. Mais qui se dissimule derrière ce nom qui n'est sans doute qu'un pseudonyme? On a envoyé une citation à comparaître au service de messagerie pour obtenir tous les renseignements concernant le compte de l'expéditeur de ces emails. L'enquête révèle également que Darlene a fait la connaissance d'un homme Bonjour. sur Internet et qu'ils sont sortis plusieurs fois. Pisse, comment? Jeff Flynn travaille comme ouvrier agricole dans une La chaleur de ça. Mais lorsque la police se rend chez lui, Flynn est J'ai appris qu'on dit que les femmes qui ont la chaleur au corps comme moi, c'est parce qu'on est constipé. Je ne suis pas constipé. Hein. Moi, c'est ma monopause qui me dérange. Hein. Moi, la monopause me dérange grave. C'est inquiétant. Dans les jours qui suivent la disparition de Darlene Van Der Gissen, son petit ami Jeff Flynn reste introuvable. Quand les enquêteurs ont dit que Darlene était peut-être partie quelques jours avec son petit ami, j'ai insisté pour leur faire comprendre que ça ne ressemblait pas à ma fille de faire ça. Ça n'allait pas avec sa personnalité. 4 jours plus tard, Jeff Flynn réapparaît. Il déclare qu'il est allé rendre visite à des amis. Il était nerveux, mais la plupart des gens sont nerveux quand ils sont interrogés par la police. Il avait peur et il était inquiet pour Darlene. Dans le coffre de sa voiture, les techniciens de scène de crime trouvent ce qui ressemble à du sang séché. Ça a vraiment éveillé les soupçons des policiers quand ils ont découvert du sang dans le coffre. Les premiers tests montraient qu'il s'agissait sûrement de sang, et des analyses plus poussées l'ont confirmé. Mais ce qui intéressait les enquêteurs, c'est de savoir si c'était du sang humain ou pas. Quand la police nous a dit qu'ils avaient trouvé du sang dans la voiture, c'est presque comme si mon cœur s'était arrêté de battre. Très vite, les analyses montrent qu'il ne s'agit pas... J'ai des bouffées de chaleur. Je ne suis pas à l'aise. Hein. Un cerf. Ça vous mentir. Ça ne va pas. Ça a été un grand soulagement de savoir qu'en fait, c'était le sang. C'est horrible. Ça nous a rassurés parce qu'on avait de nouveau l'espoir qu'elle soit toujours en vie, quelque part. Les enquêteurs ont enfin réussi à trouver l'origine des emails virulents que Darlene a reçus peu de temps avant sa Je disparition. suis une vieille femme. Je suis plus jeune. On a reçu les emails que Darlene avait reçus de Je suis plus jeune fille. Hein. Je pars déjà à la tombe là. Hein. Une citation à comparaître au service de messagerie pour décrire La vieillesse de ça. Les emails ont été envoyés depuis cette maison située dans le centre-ville de Sioux Falls. La locataire est une femme atteinte de surdité qui s'appelle Daphne Wright. Elle a dit qu'elle avait vu plusieurs fois Darlene à la résidence réservée aux sourds et malentendants et à leur association. Daphne Wright, 42 ans, n'a pas de casier judiciaire. Durant son interrogatoire, elle nie toute implication dans la disparition de Darlene.
C'est elle qui l'a tué. Il y a même des soumis aussi tuent les gens. Ouais, même des soumis tuent déjà. C'est grave. L'enquête révèle également que la suspecte a eu une altercation en public avec Darlene Van Morrison 5 jours avant sa disparition. Darlene dînait avec Sally Ford, qui se trouve être l'ancienne petite amie de Daphné. Elles se sont disputées et il a fallu que la police intervienne pour faire partir Daphné du restaurant. Daphné Wright a dit à la police qu'elle était jalouse. Que pour elle, Darlene était en train de détruire sa relation avec sa petite amie. Avec sa petite amie, Sally. Mais au dire de tous, Sally et Darlene ne sont que des amis. Darlene et Sally n'entretiennent aucune relation intime. En fait, Darlene n'était pas homosexuelle. Cependant, elles étaient amies et elles étaient devenues très proches. Elles adoraient passer du temps ensemble. Elles aimaient jouer, aller au cinéma et passer la soirée chez l'une ou chez l'autre. Oui, je vais aller à la pharmacie. Mais c'est pas si c'est ouvert aujourd'hui, hein. Après cette dispute, elle s'était réconciliée avec Daphné. Elle m'a dit, mais tu sais maman, on est amis maintenant. On s'est réconciliés et tout va bien entre nous. Tout est réglé désormais. Ah. Mais quand Daphné Wright est interrogée sur la disparition de Darlene, sa jalousie envers elle est toujours évidente. C'est fermé. Il y a la grève en France, c'est une grande grève, hein. La plus grande grève même. Tu vois, il n'y a même pas de train qui passe, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Je vais aller voir si la pharmacie est ouverte. Parce que là, je vous dis que je souffre beaucoup. Je ne peux même pas dormir avec un homme maintenant. Parce que je transpire énormément la nuit. Je transpire, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Non seulement que Dieu nous punit avec les règles, maintenant que les règles s'arrêtent, c'est là devenu bouffées de chaleur. Non, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Ça me dérange beaucoup. Ça me dérange énormément même. Sally Ford, avec laquelle Daphné avait entretenu une liaison amoureuse. La monopause. C'est la vieille, non? C'est déjà vieille. Dans lequel vengeance et jalousie. La monopause, c'est pas question de vieillesse. Hein. Il y a même des femmes qui ont la monopause à 35 ans. Les enquêteurs ils ont des trucs à 35 ans. 35, 40 ans. Moi, pas m'arriver en retard. Je suis maintenant à l'aise, je n'attends plus que les règles vont sortir. Hey, maman, je ne suis plus là-dedans. Est la principale suspecte dans l'enquête sur sa disparition. La police perquisitionne son domicile et ce qu'elle y trouve est troublant. Je me souviens de l'odeur de peinture et de produits nettoyants, surtout quand on a commencé à descendre au sous-sol. Dans la poubelle de la cuisine, ils ont trouvé une bouteille à moitié vide d'huile de tronçonneuse. Ensuite, ils ont trouvé un reçu d'une tronçonneuse quelques jours auparavant. Tu l'as vu ici chez moi? Et quand tu l'as vu chez moi? Hein? Vous aimez tu entendre, vous êtes trop bête. Elle habite chez elle, non? Elle habite chez moi. Pourquoi vous êtes même souvent comme ça? Hein? Ah, Coco l'habite chez toi. Même si elle habite ici, ça va te déranger à quoi? Si Coco la veut bien habiter ici, ça va changer quoi dans ta vie? Si elle habite ici, ça change quoi? Coco la go habite chez toi. N'est-ce pas, tu l'as vu ici? Vous avez des questions trop bêtes. Tu la vois ici? Depuis le sous-sol, on peut aussi accéder à une petite pièce qui était autrefois utilisée pour stocker du charbon. Là, le sol avait été entièrement repeint en bleu. Il était encore un peu collant et pas tout à fait sec, ce qui indiquait qu'il avait été repeint récemment. Les policiers remarquent aussi 7 entailles symétriques sur le sol en béton. On a trouvé que ça ressemblait à des marques faites par une tronçonneuse. Hey! Une sumière qui tue notre sumière. Hein? Tu vois? Voilà. Une sumière qui tue notre sumière. Avec la tronçonneuse. Yay! Comprenant celle de Daphné.
L'un des employés a dit « Oui, j'ai vendu une tronçonneuse à une femme, et elle était sourde. » Et sa description correspondait parfaitement à Daphne Wright. Pardon, je suis chez moi seul, je ne veux pas de bruit ici. Je ne veux pas de problème. On dit que je suis une femme à problème, que personne ne m'approche. Mieux, je reste seul ici. Je ne veux pas avoir de problème. Le prix la tracassait beaucoup, et elle a choisi l'outil le moins cher du magasin. Dans le sous-sol de Daphne Wright, les scientifiques n'ont aucun mal à trouver d'autres preuves incriminantes sur les murs en bois de la pièce de stockage. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que je vous explique. On fait déjà pas. Donc, c'est un couple, c'est une fille. Elle vit en couple avec sa copine. Maintenant, sa copine ne veut plus d'elle. Et sa copine est devenue amie avec une autre sumière. Mais elle, ce n'est pas de... Mais l'autre sumière, là, elle a son copain. Elle ne couche pas avec les femmes. Et maintenant, l'autre, maintenant, son ex-femme, son ex là, elle a vu son ex-copine avec l'autre femme. Elle a cru qu'ils ont une relation ensemble. Jusqu'à la tuer. Couper un petit morceau avec la tronçonneuse. Donc les soumis aussi sont méchants comme ça. La jalousie. Hey! L'ADN de Darlene correspond à celui du sang et des tissus découverts. Maman, avec la tronçonneuse. Daphne considérait que Darlene se mettait entre Sally et elle. Voilà. Et le seul moyen pour elle de régler ça, c'était de l'éliminer de l'équation. Ha! Mais les enquêteurs doivent faire face à un obstacle de taille. Ils n'ont pas retrouvé le corps de Darlene. Les jurés veulent le cadavre et l'arme du crime. Et dans une affaire comme celle-ci, on peut tomber sur un juré qui n'y croit pas. S'il ne voit pas le corps, il peut avoir un doute et penser que l'accusé n'est pas coupable. Les enquêteurs fouillent les bennes à ordures dans lesquelles Daphne et ses voisins se débarrassent de leurs poubelles. Quand les policiers sont arrivés là-bas, les ordures avaient déjà été vidées et transférées à la décharge municipale. Les policiers se rendent donc à la décharge, un terrain de presque 2 km², accueillant les déchets de 5 comtés, regroupant 1/4 million de personnes. Merde. Il y avait environ 200 ou 300 tonnes d'ordures qui avaient été amenées ici depuis qu'on était à la recherche de Darlene. La température était en dessous de zéro. Le vent vous glaçait les os, mais tous les policiers se sont portés volontaires pour faire les recherches. Ils avaient des pioches et des pics qu'ils plantaient dans les ordures, centimètre par centimètre. Pour les 3 douzaines de policiers qui travaillent, la tâche est difficile et frustrante. Cela peut durer plusieurs jours. De plus, il n'est pas certain que le corps de Darlene se trouve bien là. Les conditions ne pouvaient pas être plus épouvantables. Le temps était glacial, il y avait du vent, c'était horrible. C'était vraiment pénible de fouiller dans les ordures à la recherche des restes du corps. Elle cherchait à apporter un peu de joie dans nos vies. À chaque fois que je vois une photo d'elle, elle sourit. Elle est heureuse. Cela fait 3 semaines que Darlene Van der Giesen a disparu. Même si son corps n'a toujours pas été retrouvé, ses amis et sa famille se réunissent pour une cérémonie commémorative. Nous savions que retrouver son corps serait extrêmement difficile. Ouais. Le meurtre de Darlene Van der Giesen semble maintenant établi. Des traces biologiques comportant sa signature ADN ont été retrouvées dans le sous-sol de la maison de Daphne Wright. En l'absence de cadavre, police et procureur pourraient s'en tenir à cette preuve matérielle. Mais par respect pour la mémoire de la victime, et pour ne pas risquer d'être désavoués devant un grand jury, ils décident de poursuivre leur macabre investigation. Et au bout de 5 jours, la persévérance des policiers porte ses fruits. Ils découvrent l'inconcevable. Les jambes et le bassin d'une femme ont été abandonnés au milieu des ordures gelées de la décharge. Il retrouve aussi plusieurs morceaux d'un tapis et un sweat maculé de sang.
Sur le suite, des gestes de la langue des signes étaient imprimés. C'était un lien évident avec une personne souffrant de surdité dans son entourage. Ouais. Les analyses montrent que c'est le sang de Darlene qui se trouve sur le suite. Ouais. Mais l'ADN d'une autre personne est aussi retrouvé à l'intérieur du vêtement. J'ai prélevé des échantillons à l'intérieur du t-shirt en espérant que l'un d'entre eux contiendrait suffisamment d'ADN ou aurait assez de cellules de peau pour établir un profil. J'ai réussi à établir un profil ADN et il correspondait à celui de Daphne Wright. Pouvoir relier Daphne Wright à un suite sur lequel du sang et des tissus de Darlene ont été retrouvés était capital. Non, on te connaît déjà, ne cache pas ton visage. Nous avons un vêtement qui appartient et qui a été porté par le suspect. Il y a du sang et des tissus de la victime dessus. Et nous avons retrouvé ce suite à proximité des restes de la victime. C'était une preuve de grande valeur. À 40 km de là, après la frontière avec le Minnesota, un employé d'autoroute découvre le torse de Darlene, ainsi que sa tête tranchée, enveloppée dans du plastique. L'autopsie montre qu'elle a été frappée violemment à la tête avec un objet contondant. Ah, tout ça pour la jalousie. Un sac était attaché autour de sa gorge avec un morceau de corde. Le labo a réussi à l'identifier. Elle appartenait à une bobine de corde accrochée au mur du garage de la maison qui était habitée par Daphne Wright. Le médecin légiste a deux hypothèses concernant son décès. Il était dû soit à un coup violent porté à la tête avec un objet contondant qui a provoqué une fracture du crâne de 17 cm, soit à une asphyxie provoquée par le sac qu'on lui a mis sur la tête, ou alors c'était une combinaison des deux. Les enquêteurs pensent que Daphne était convaincue que Darlene essayait de lui voler son ancienne petite amie. Elle a donné rendez-vous à Darlene dans une pizzeria. Une fois là-bas, Daphne lui a dit qu'elle avait changé d'avis et lui a proposé d'aller chez elle. Arrivée chez elle, Daphne frappe la jeune femme avec un objet contondant et la pousse en bas des escaliers. Elle lui attache ensuite un sac plastique autour du cou à l'aide d'une corde. Plus tard, elle achète une tronçonneuse pour découper Darlene en morceaux. Elle ne s'est pas débarrassée du reçu de son achat. Plusieurs témoins l'ont vue au magasin d'outillage et elle a laissé derrière elle plusieurs preuves médico-légales. Daphne se débarrasse du corps démembré à la décharge voisine et dans un fossé situé à 40 km de chez elle. Enfin, elle a l'idée de dissimuler son crime avec de la peinture, mais ça n'a pas été suffisant. Il y avait une montagne de preuves de sa culpabilité. Les emails et leur contenu nous ont directement orientés vers Daphne Wright. La motivation de Daphne, c'est l'une des plus anciennes dans la grande histoire du crime, la jalousie. Le plus tragique dans ce drame, c'est que Darlene ne s'intéressait pas d'une façon romantique à Sally Ford, l'ancienne petite amie de Daphne. Ce n'est pas ce qui intéressait Darlene. Elle n'était pas homosexuelle. Elle et Sally n'avaient pas ce genre de relation. Ouais, elle est morte pour rien. Daphne Wright est inculpée de meurtre au premier degré. Également ça. Dans l'histoire du Dakota du Sud, c'est la première femme qui risque la peine de mort. Et elle mérite. Elle mérite. Je ne sais pas comment je pourrais vous décrire la meurtrière de ma fille. C'est une personne qui n'a pas de cœur. Oui, non, elle n'a pas de cœur. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ce qu'elle a fait n'a aucun sens. Vraiment. On ne sait pas pourquoi. Et on n'aura certainement jamais la réponse, à moins que Daphne elle-même s'explique. Daphne Wright est une meurtrière qui a tué de sang-froid. Oui. Être capable de découper un corps à l'aide d'une tronçonneuse demande un aplomb incroyable. Vraiment. Et beaucoup de rancœur. Mon opinion, c'est qu'il faut vraiment détester quelqu'un pour commettre un acte aussi horrible. Vraiment. Daphne Wright est déclarée coupable de meurtre. Elle pleure quoi? Mais le jury est donc tu croyais que tu as tué quelqu'un et puis tu ne vas pas te condamner? Sans possibilité de remise de peine. Non.
Elle reste là-bas à vie, aux oubliettes. C'est ça. Il y avait un ou deux jurés qui campaient fermement sur leur position et qui disaient que de toute façon, ils ne la condamneraient jamais à la peine capitale. Les questions qui revenaient tout le temps étaient: à quoi ça servirait de la condamner à mort? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que la société en retirera? Qu'est-ce qu'on en retire nous? Et honnêtement, on n'a pas su dire ce qui sortirait de bon d'une telle condamnation. C'est un meurtre complètement insensé. Vraiment. Il n'aurait jamais Gratuit. dû trahir. Darlene n'a jamais été une menace dans la relation entre Sally et Daphné. Ça m'a appris une leçon. Ne jamais se faire une opinion quand on est en train de discuter avec quelqu'un. La personne qui est assise en face de vous dans la salle d'interrogatoire est certainement capable de tout. Vraiment. Même si ça ne se voit pas de prime abord. Oui. Ça n'a pas été une enquête ordinaire. Il n'y avait pas de preuves matérielles évidentes dans ce crime. Ce sont tous les petits éléments de preuve médico-légales qui ont permis de relier les faits entre eux. Et ils pointaient tous dans une même direction. Et c'était celle de Daphne Wright. Cette affaire, qui aurait pu inspirer le scénariste d'un film d'horreur de série B, s'est pourtant bien déroulée telle que je viens de vous la raconter. La jalousie a poussé Daphne Wright à commettre l'irréparable. Vraiment. Persuadée que Darlene Van der Giesen cherchait à séduire son ex-ami de cœur, mais vous n'êtes plus ensemble. La jeune femme, sourde-muette, n'a pas hésité à l'éliminer sans autre forme de procès. Vite fait, bien fait, tout le monde est content. Dans l'impossibilité de déplacer le corps hors du sous-sol de sa maison, elle l'a démembré à l'aide d'une tronçonneuse et a dispersé les restes dans une décharge. Vraiment. 2 ans après le procès, et alors que la meurtrière avait été condamnée à purger une peine de prison à vie, Dee Van der Giesen, la mère de la victime, lui a écrit une lettre dans laquelle elle confessait que sa colère avait fait place à de la compassion. Bon. Ce sentiment a-t-il apaisé l'âme tourmentée de celle qui lui avait arraché sa fille? La plupart des familles gardent par-devers elles des secrets honteux. Des secrets enfouis au plus profond de la conscience et qui se transmettent parfois de génération en génération. Ils sont indélébiles et peuvent se manifester à manière comme ça toute la journée. Bombe à retardement. Il suffit alors d'une étincelle pour que la charge explose et pulvérise les liens qui soudaient apparemment les membres de la famille. L'histoire que je vais vous raconter maintenant en est la pathétique illustration. Je m'assois. La musique fait partie intégrante de la vie de Ken Fitzhugh et de sa femme, Christine. Ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes. Ils partageaient l'amour de la musique, c'était le moteur de leur relation, et ils se sont mariés quelques années plus tard. Ken et Christine vivent à Palo Alto, en Californie. Ils ont 2 enfants. Christine est professeure de musique à l'école publique locale. Ken est agent immobilier. Ils mènent une vie agréable jusqu'au jour où Ken reçoit un appel de l'école où travaille Christine. Christine ne s'était pas présentée à son cours de 13 heures. C'était vraiment inhabituel de sa part. Elle était très ponctuelle. Elle était même perfectionniste. Ken n'a aucune idée de l'endroit où se trouve sa femme. Accompagné de 2 collègues de travail, il se rend donc jusqu'à son domicile. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils voient que la voiture de Christine est garée dans l'allée. Dans la maison, ils découvrent Christine qui gît dans une mare de sang. Appelle les secours. L'une des collègues de Ken appelle les urgences. Venez vite. Que se passe-t-il? Une femme est tombée dans les escaliers et s'est cognée la tête. Est-ce qu'elle respire? Je ne crois pas. Quand les secours arrivent, il est hélas trop tard. Elle est morte le temps qu'ils arrivent. À première vue, on dirait que Christine a trébuché en descendant l'escalier, les bras chargés de linge. Il y avait environ 15 marches dans l'escalier. Elle se trouvait en bas, les pieds près de l'escalier.
Apparemment, sa tête a heurté la cloche d'un bateau qu'il gardait en bas, près de l'escalier. Ken a dit qu'elle portait des chaussures noires pas très pratiques, avec lesquelles elle avait déjà trébuché. Mais pour les enquêteurs, la position des chaussures n'est pas normale. C'est son mari. C'est lui. Vers le milieu de l'escalier, il y avait la chaussure droite. Elle se trouvait à gauche des marches quand on descend. Mais elle était dans le mauvais sens. Elle n'aurait pas dû se retrouver comme ça. J'ai trouvé ça bizarre. Le médecin légiste trouve des preuves incompatibles avec une chute dans l'escalier. Elle avait 7 lacérations à l'arrière du crâne et toutes ses blessures avaient des angles différents. Cela signifiait que sa tête avait cogné quelque chose, qu'elle avait reçu plusieurs coups à la tête. Elle n'avait pas pu se faire ses blessures en tombant dans l'escalier. Non, non, non. C'est son mari. De plus, la victime ne présente pas seulement des blessures. C'est lui, c'est lui. Elle avait aussi été étranglée à main nue. Il s'agissait d'un meurtre. Cette femme avait été agressée. En entendant les conclusions du médecin légiste sur ce qu'avait subi Christine Fitzhugh, on avait l'impression qu'elle avait été assassinée par un monstre. L'annonce du décès de Christine Fitzhugh se répand rapidement dans la communauté de Palo Alto. C'était vraiment une personne qui éveillait quelque chose chez chaque enfant qu'elle rencontrait. Elle avait un don spécial pour enseigner, et dans son cas, elle arrivait à toucher les enfants grâce à la musique. Au début, la mort de Christine semble accidentelle. Mais quand le médecin légiste présente des preuves cohérentes avec un meurtre, la police scientifique investit la scène de crime. J'ai dit, je veux que les techniciens de scène de crime investissent cette maison et se mettent au travail tout de suite. Qu'ils inspectent le moindre recoin. Je veux qu'ils relèvent la moindre petite preuve de ce qui s'est produit là-bas. Pendant des jours, les experts de la police scientifique ont fait des allées et venues dans la maison. On n'arrêtait pas de leur demander « ça va durer encore combien de temps ?» Les enquêteurs estiment que Christine a été tuée entre 12h20 et 13h40. On a retrouvé un reçu. C'est pour ça qu'on savait qu'à 12h20, elle était encore en vie parce qu'elle s'est acheté une boisson dans un café. Son mari et ses collègues ont découvert son corps à 13h40 et ont immédiatement appelé les urgences. Appelle les secours. Elle avait forcément dû être tuée peu de temps avant la tentative de réanimation. Parce que si cela s'était produit plusieurs heures avant, le sang aurait coagulé. Plus aucun doute n'est dès lors possible. Et les conclusions du médecin légiste sont formelles. Christine Fitzhugh n'a pas chuté accidentellement dans l'escalier de sa maison. Elle a été assassinée. L'arrière de son crâne a été lacéré à 7 reprises. Et elle a probablement été étranglée. Les enquêteurs ont déterminé que l'heure de sa mort se situait entre 12h20 et 13h40. Mais qui a pu agresser avec une telle violence cette femme, professeure de musique, appréciée de ses élèves et de son entourage? Les policiers découvrent que quelques mois avant Enquête impossible. 6 cambriolages avaient été signalés dans le voisinage. Moi, il a ça à YouTube. Christine a-t-elle surpris un voleur chez elle pendant le C'est son mari, c'est lui. Ce dernier, c'est lui, l'a-t-il frappé à mort? Non. Pour ne pas risquer d'être identifié? Beaucoup de gens pensaient qu'il pouvait s'agir d'un cambriolage qui avait mal tourné. Christine avait peut-être surpris un intrus et on connaissait la suite. Tous les cambriolages se sont produits dans la journée. Et comme au domicile des Fitzhugh, il n'y avait aucune trace d'effraction dans les maisons. Ces affaires n'ont toujours pas été élucidées. La situation était tendue pour la police. Elle devait rassurer le public et lui dire qu'il n'y avait pas de tueur fou en liberté. Là-bas, ils ont un système d'alarme. Les gens de la maison derrière, moi aussi. L'atmosphère était déjà tendue, mais maintenant ils sont à cran. Mais rien n'a été dérobé chez les Fitzhugh. Un autre élément dérange les enquêteurs. Ils n'ont retrouvé aucune éclaboussure de sang dans l'escalier ou sur les murs adjacents. Quand quelqu'un est frappé et qu'il saigne, son sang est dispersé par les autres coups qu'il reçoit après. Les surfaces qui se trouvent à proximité sont éclaboussées.
Mais il n'y avait pas de telle projection de sang au sous-sol. Cela signifie que Christine n'a pas été tuée au sous-sol où elle a été retrouvée. Dans la cuisine, les enquêteurs trouvent de minuscules gouttes de sang sur les pieds et l'assise d'une chaise. Elle a pu être agressée alors qu'elle déjeunait. On était à peu près sûr que sa tête avait heurté violemment une surface tranchante, comme le rebord d'une table en bois. Et justement, au centre de la scène de crime, il y avait bien en évidence la table de la cuisine. La table reposait sur des pieds qui étaient reliés par une sorte de barre transversale, une sorte de poutre, sur laquelle s'appuyait aussi la table. Sa tête avait dû être cognée contre cette poutre parce que sa forme ressemblait à l'objet qu'on recherchait. La pièce est aspergée de luminol. Ce que révèle le produit est inattendu. Les techniciens de la scène de crime n'en croient pas leurs yeux. Ça s'est mis à briller comme des guirlandes de Noël. C'était incroyable. On trouve une grande quantité de sang sur la chaise de la cuisine. L'un des murs de la cuisine présente également des traces d'une lutte violente. Le luminol révèle aussi que Christine s'est retrouvée étendue dans une mare de sang entre la cuisine et le sous-sol. Il y avait des empreintes de chaussures autour de la porte de la cuisine. Il ne fait aucun doute qu'après avoir été agressée, Christine a été traînée dans les escaliers menant au sous-sol. Il était évident qu'un crime extrêmement violent s'était produit dans cette maison. Et il a été suivi d'un nettoyage méticuleux. À l'œil nu, on ne voyait rien du tout. Tout avait été nettoyé à fond. Mais pourquoi l'assassin de Christine a-t-il passé autant de temps à effacer les traces de son crime? Ça allait être un casse-tête. Un meurtre sordide dans un endroit tranquille. L'enquête s'annonçait difficile. À Palo Alto, les habitants ont du mal à croire que quelqu'un ait voulu faire du mal à Christine Fitzhugh. Apparemment, elle n'avait aucun ennemi et tout semblait aller parfaitement bien dans son mariage. Le couple avait hérité d'une grosse somme d'argent de la famille de Ken et apparemment, il n'avait pas de problème financier. À l'époque où les Fitzhugh se sont installés à Palo Alto, ils avaient 2 millions de dollars sur leur compte en banque. Pourtant, les enquêteurs découvrent des choses étonnantes sur leur situation financière. À cause d'investissements risqués et de dépenses excessives, les Fitzhugh étaient pratiquement ruinés. Ils avaient de gros problèmes d'argent. Ils n'allaient pas pouvoir rembourser leur crédit et ça allait bientôt se savoir. Leur fortune était en train de s'écrouler à l'époque du meurtre. La plus proche amie de la victime dit à la police que le stress causé par cette situation avait des conséquences sur leur couple. Christine pensait à quitter son mari et à récupérer la moitié de la maison, pour qu'ils aient des vies totalement séparées. Elle avait dit « On va vendre la maison, tu auras la moitié et moi l'autre ». Mais un autre élément préoccupe les enquêteurs. À l'étage, il y avait une grande photo. On y voyait la victime avec son mari et ses enfants. Hé, lieutenant! Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ça. Il ne ressemble pas du tout à son frère. J'ai dit à mon supérieur, l'un des enfants ne ressemble ni à son frère, ni à ses parents. Il y a un truc qui cloche. Dans la plupart des familles apparemment stables et heureuses, se cachent de terribles secrets, des secrets indécents, des secrets inavouables. Ainsi, si les Fitzhugh affichaient les signes extérieurs d'une apparente prospérité, vivaient-ils avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête? Leur belle fortune avait fondu et leur faillite personnelle était imminente. Est-ce la cause du drame? À moins qu'il ne faille chercher ailleurs une autre explication. En interrogeant Ken Fitzhugh, les policiers remarquent qu'il parle de l'un de ses fils d'une étrange manière, de celui qui, sur une photo, ne ressemble pas aux autres membres de la famille.
fils aîné allait recevoir son diplôme dans 2 semaines. Elle voulait y assister. C'est vraiment triste. Vous avez dit son fils? C'est pas le vôtre aussi? Si, c'est notre fils. Une enquête plus poussée apporte l'explication à ce lapsus. Ken et Christine se sont mariés en 1970. Peu de temps après, Ken est devenu ami avec l'un de ses collègues, Bob Brown. Dans les années 60, il travaillait dans une société aérospatiale de San Diego. Ils se sont mis à passer beaucoup de temps tous les trois. C'était un peu comme si Robert Brown faisait partie de la famille. Et sa relation avec Christine devient plus intime. Il avait une liaison avec Christine. D'après ce qu'il a dit, elle était en manque d'affection. En plus, leur relation a duré pendant plusieurs années. Christine tombe enceinte et donne naissance à son premier enfant, Justin. Selon les renseignements qu'a recueillis la police, Robert Brown serait son père biologique. Robert est resté leur ami. En fait, il était même le parrain de Justin. Pour confirmer cette histoire, les enquêteurs se mettent à la recherche de Robert Brown. On l'a retrouvé et il nous a dit « Oui, je suis le père de son fils aîné ». On lui a fait faire un test ADN qui a permis de confirmer sa paternité. Justin a maintenant grandi et sa mère a décidé qu'il était temps de lui dire la vérité. Justin finissait le lycée. Il allait être diplômé et Christine voulait que son vrai père assiste à sa remise de diplôme. Ce qui allait se passer, c'est que Christine allait révéler ce jour-là à tout le monde que Robert Brown était en réalité son père et pas Ken Fitzhugh. Ken déclare qu'il ne savait pas que Justin n'était pas son fils biologique. Bien sûr, on lui a posé la question. Et il a dit qu'il n'était pas du tout au courant. Ses amis non plus ne semblaient pas le savoir. Pareil pour le fils. Ken devait être au courant de l'ancienne liaison de sa femme et il savait qui était le père biologique de Justin. Christine n'aurait jamais envisagé de dire à Justin que Robert Brown était son père sans que son mari ne soit déjà au courant. Elle lui a certainement dit qu'elle allait le dire à son fils. La police n'a pas dit à Ken que l'autopsie de sa femme a révélé qu'elle avait été assassinée. Ken continue de penser que sa mort va être traitée comme un accident. Durant son interrogatoire, Ken a du mal à jouer le veuf éploré. J'ai dû lui dire au moins 6 fois de se débarrasser de ses chaussures noires. Et là, elle a acheté les mêmes en rouge. Elle s'est habillée, elle a dit « De quoi j'ai l'air ?» Je lui ai répondu « Superbe, sauf que tu ne devrais pas mettre ces fichues chaussures. » Et on les a retrouvées dans l'escalier. Il jouait très très mal son rôle parce qu'il en faisait trop. Et quand... Je coupe le dire pourquoi. C'est un podcast. J'ai vu les chaussures. C'est une chaussure noire. Tu vois l'homme bandit. Donc maintenant il va accuser les chaussures. Ce sont les chaussures qui ont tué la femme là. Et il a joué la comédie pendant toute cette journée. Vraiment. Regarde-moi ça. Mais c'est seulement l'opinion de la police. Elle n'a aucune preuve pour le moment. De plus, Ken ne s'est jamais montré violent avec quiconque. Les gens l'ont soutenu et ont fait des déclarations publiques en sa faveur. Personne ne pensait qu'il était capable de faire une chose pareille. Ça n'était pas possible que Ken Fitzhugh soit suspect dans une affaire de meurtre. Si la police ne trouve pas de preuves pour relier Ken à la scène de crime, un jury risque de ne pas croire non plus à sa culpabilité. Ken Fitzhugh a-t-il assassiné sa femme parce qu'elle l'avait trompé avec son meilleur ami et qu'un enfant était né de cette relation adultérine? Cette hypothèse constitue un mobile. Les preuves médico-légales recueillies sur la scène de crime ne permettent en aucun cas de l'affirmer. Et puis, pour quelle raison Fitzhugh aurait-il supporté cette situation humiliante pendant près de 20 ans sans réagir? S'il avait un doute, pourquoi n'a-t-il pas exigé un test ADN de recherche de paternité et, le cas échéant, engagé une procédure de divorce?
Pour trouver des réponses à ces questions et sortir de l'impasse, les policiers obtiennent un mandat pour perquisitionner son véhicule. Et les indices qu'ils découvrent relancent complètement l'enquête. On a découvert des chaussures et un t-shirt plein de sang sous le siège passager de sa voiture. Ils trouvent également une serviette en papier ensanglantée. L'ADN correspond à celui de Christine. Mais Ken a une explication très simple. Il a dit que ce sang était arrivé là après un accident de jardinage. Christine et lui étaient dans le jardin la semaine précédente et elle s'est blessée à la main sur un outil. Le corps de Christine repose toujours à la morgue. Les enquêteurs demandent au médecin légiste d'examiner ses mains. Il n'y avait aucune blessure sur ses mains. Et même s'il n'y a pas de sang sur les semelles des chaussures de Ken, le luminol indique très clairement que Ken a marché dans le sang de sa femme dans la cuisine. Les empreintes de semelles révélées par le luminol correspondaient à celles des chaussures retrouvées dans la voiture de Ken Fitzhugh. Les taches de sang retrouvées sur le t-shirt et les chaussures de Ken ont été projetées à vitesse moyenne. Cela contredit totalement la version de Ken. Les gouttes sont cohérentes avec le fait qu'il devait se trouver près de l'endroit d'où a jailli le sang pendant l'agression. Encore plus incriminant, le sang retrouvé sur les chaussures de Ken a été dilué. Cela corrobore le fait qu'il a utilisé de l'eau pour nettoyer la scène de crime. Le sang dilué est souvent facile à reconnaître parce qu'il sèche, et le bord de la tache est plus sombre que le centre. Et où Ken se trouvait-il entre 12h20 et 13h40, au moment où sa femme s'est fait tuer? M. Fitzhugh a dit qu'il était parti de chez lui vers 11h30 pour se rendre en voiture à Belmont, qui se trouve à 40 minutes de route de son domicile. Il devait visiter une maison vide. Mais personne ne l'a vu là-bas. Et son numéro téléphonique montre qu'il était à Belmont lorsque l'école l'a appelé. Son alibi ne tenait plus la route. En fait, il se trouvait dans la zone de Palo Alto quand il a reçu ce coup de fil. Le procureur pense qu'il a tué sa femme à cause des secrets qu'il y avait dans leur famille. Il ne voulait pas divorcer. Il ne voulait pas que les gens apprennent qu'il n'était pas le père biologique de son fils aîné, ni qu'il... Mais il ne se ressemble même pas, il ne se ressemble même pas. Il ne se ressemble pas. C'est comme si une horloge avait explosé et que tous les ressorts, les leviers et les rouages qui avaient été montés si méticuleusement à l'intérieur s'étaient dispersés partout. 2 semaines après le meurtre de sa femme, Ken est arrêté. Selon le procureur, les preuves attestent que Ken a planifié la mort de sa femme. Ken s'est garé non loin de chez lui. Il a trouvé Christine dans la cuisine en train de déjeuner. C'est à ce moment-là qu'il l'a agressée. Le sang a éclaboussé son t-shirt, ses chaussures, la chaise, le sol et les murs. L'autopsie montre également que Ken a étranglé sa femme. Il a voulu faire croire à un accident. C'est pour cette raison qu'il a traîné le corps de Christine jusqu'en bas de l'escalier, laissant ainsi du sang sur toutes les marches. Lorsqu'il a nettoyé, il a mis de l'eau sur ses chaussures, ce qui a dilué le sang, ce qui prouve qu'il se trouvait sur la scène de crime. Ensuite, il a placé les chaussures de Christine sur les marches pour appuyer le fait qu'elle avait trébuché. Ken a rangé ses chaussures et son t-shirt plein de sang dans sa voiture. Il n'imaginait pas que la police fouillerait son véhicule, puisque le décès de sa femme était considéré comme un accident. Il a utilisé 2 de ses collègues pour lui servir d'alibi. Mais il a pris du retard, car il ne pensait pas que nettoyer sa maison prendrait autant de temps. Le relevé de ses appels montre qu'il se trouvait à Palo Alto lorsque l'école l'a appelé pour lui signaler l'absence de sa femme. Tous les policiers s'accordent à dire que Ken a fait un travail remarquable en nettoyant la scène de crime.
mais il n'a pas réussi à tout enlever et le luminol l'a trahi. L'autopsie de son épouse ne laisse subsister aucun doute. Ken est un meurtrier. Il s'est dit qu'il allait faire passer ça pour un accident et que personne ne croirait qu'il ait pu la tuer. Un cambrioleur n'aurait pas pris le temps de déplacer le corps, puis de sortir le balai et ensuite de lessiver les sols, comme ça a été fait dans cette affaire. Qui penserait à faire ce genre de choses? Qui serait obligé de le faire? Eh bien, c'est Ken. Un an après les faits, Ken Fitzhugh est reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de 50 ans de prison. Madame, elle va parler ça loin. Tu attends. Il continue de clamer son innocence. Tu as une page, non? Tu as une page, non? Va parler ça loin, pas dans ma page. Retire-moi le commentaire là. Tu ne retires pas, je te bloque. Grâce au luminol, on savait que le sang... Vous n'avez pas de page, vous n'avez pas de vie. Hein? Et de plus, le suspect... Vous êtes toujours comme ça, justice pour moi. Hey! Retire-moi le commentaire dans mon... Tu ne retires pas le commentaire, je te bloque. Choisis. Entre être bloqué, tu ne me verras plus et je retire le commentaire. Tu ne me connais pas très bien. Vous êtes toujours comme ça. En fait, ils portent un masque. On dirait des gens bien, mais quand on gratte un peu sous la surface, on découvre parfois des choses pas très jolies. Lors du procès, Robert Brown, l'ancien ami de la famille et le père de Justin, le fils aîné de Christine Fitzhugh, a dû révéler au grand jour sa véritable personnalité et son parcours chaotique. Avocat, radié du barreau, Brown avait eu à répondre de différents délits, dont des vols de voitures. Son addiction aux drogues et à l'alcool avait achevé de le marginaliser. Il n'ignorait pas pour autant être le père biologique du premier enfant de Christine, puisqu'il avait exigé qu'elle se soumette à des tests d'ADN pour en avoir confirmation. Vivotant ensuite au crochet du couple, en cure de désintoxication et rechute, l'avocat déchu avait continué de tromper la confiance de son meilleur ami. Mais pour quelle raison Kenneth Fitzhugh a-t-il décidé de tuer sa femme à un moment précis plutôt qu'à un autre? Pourquoi a-t-il attendu 20 ans pour se venger de la plus violente façon de celle qu'il avait trahie? L'assassin ne s'en est jamais expliqué. Le procureur a estimé que la menace de faillite imminente du couple a été l'élément déclencheur du drame, la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Vraisemblablement, la famille Fitzhugh vivait dans le déni depuis de nombreuses années. La rancœur s'était accumulée au point de devenir insupportable. Et un beau jour, sans signe annonciateur, l'homme bafoué était passé à l'acte. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission en ma compagnie. Rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Oui, mais à moi-même. Je vous ai dit que mes vidéos, ce qui se passe au Cameroun ne m'intéresse pas. Ça ne me regarde pas. Je vis en France. Ce qui m'intéresse au Cameroun, c'est ma famille, mes amis là-bas et les gens que j'aime là-bas. C'est tout. Le reste là ne me concerne pas. Ceux qui ont la force de parler les choses comme ça, là, parlez de ça dans vos vidéos, parlez de ça dans vos pages. Moi, je n'ai pas la force. Donc, je vous dis souvent que laissez-moi comme ça, je n'ai pas mal de problèmes. Je suis une pauvre veuve. Je veux voir Namangwe grandir. Je vais être invité dans le mariage de mes enfants. Et je veux que mes enfants me voient aussi si je me marie dans mon mariage. Épanoui dans mon mariage. Je ne veux pas... Oui, Pierre Belma est mort. Oui. Donc, moi, je ne veux pas de problème. Ceux qui ont la force de dire que je supporte telle personne, je supporte telle personne, eux-mêmes ils savent là où ils vont pas la force là. Moi, je ne supporte personne dans leurs choses là. Quand ils mangent leurs millions là-bas, quand ils font leur vie là-bas, quand je pars au Cameroun, personne ne fait même attention à moi. Donc, il n'y a pas pourquoi je viens salir mon mur en disant que oh, je suis pour telle personne ou je supporte telle personne. Non. Ceux qui le font, ils savent là où ils vont accrocher leur sac. Moi, je ne veux même pas entendre parler de ces gens-là. Je ne veux même pas entendre parler d'eux. Regarde, je vous fais écouter mes postcards. Donc voilà. Donc, il faut respecter les murs des gens. Ceux qui veulent supporter certains gens, supportez-les dans vos murs. Et si vous voulez regarder mon téléphone, j'apprends maintenant que
des blogueurs qui ne supportent pas telle ou telle personne parce qu'ils ont peur, parce qu'ils mangent et tout. Vous êtes malade ou quoi? Moi, dans mes pages ne sont pas toutes les pages. Hein. Bon, c'est même rare que je mette des gens dans mes pages. C'est rare, hein. Moi, c'est moi et moi. C'est comme ça. Quand les gens pas de prendre des millions là-bas, moi, j'ai déjà eu quoi avec eux. Les gens qui supportent les gens, parce qu'ils savent là où sont leurs gens. Moi, j'ai qui? Ah, je te cherche, non, c'est ce que tu étais. Bon, je vous laisse, hein, mes waros. Comme j'ai fini de manger, je vais dormir encore un peu. Il me faut la tomate, il me faut les oignons, il me faut plein de choses aujourd'hui. Donc, je vais voir si je peux prendre ces sokachis. Parce qu'il n'y a même pas de train. Comme il n'y a pas de train, donc tout ce que je devais faire aujourd'hui, j'ai oublié que tous les mardis, maintenant, il y a les réformes, il y a comment on appelle ça? Il y a les grèves. Parce que là, ce qu'ils m'ont fait là, 116 € le mois là, quand j'arrive voir mon assistant social là, je vais l'appeler là. Non, on a rendez-vous même quand? On a rendez-vous le 9, si je ne me trompe pas. Le 9, je ne sais même plus à quelle heure. Il faut laisser comme ça. Vous faites souvent comme si tu es obligé de soutenir les gens. Moi, je ne soutiens personne, je m'en fous d'eux. Qui crèvent même là-bas, j'en ai à foutre, c'est ma famille. Vous connaissez comme ça. Non, je ne suis plus moi là. Ma vie avant tout. Un peu comme un peu nous, si là, les blogueurs, soit déjà les blogueurs, les influenceurs et tout ça là, nous, on nous regarde et on ne sait même pas d'abord qui nous regarde. On ne sait pas qui nous regarde. Hein. Donc, quand tu vas que tu supportes les personnes, tu attends seulement que viens au Cameroun, on va t'arrêter à l'aéroport. J'en ai marre de cet aéroport là. Donc, je veux que je prends mon vol, mon Air Boza. Je sors de mon Air Boza, j'embrasse ma mère. On part à l'hôtel ou bien je pars à manger. J'arrive à l'hôtel, je dépose mes valises calmement. Je me lave, je me nettoie le corps. Hein? Je me nettoie le corps. Je vais manger chez une soeur ou bien manger mon soya. Ou bien, enfin, je n'ai pas mangé quoi. Je n'ai pas envie, je n'ai pas manger chez mon frère. Je n'ai pas envie que j'arrive au Cameroun, des aéroports. Oh, tu avais dit ceci, tu avais fait ceci. Passe d'abord là-bas, on va d'abord te garder. Non, non, non. J'en ai marre de la suivre. Le Cameroun saoule trop. Donc, ceux qui ont la force de faire certaines choses, faites-le. Moi, je ne veux pas. Parce que moi, ici, à Facebook, quand je ne veux pas, j'ai le sang du maquereau. Tout le monde peut parler. Hein. On va dire que moi-même, si je n'ai pas j'ai mis la photo de ce monsieur qu'on a tué dans ma page. Qui de vous connaît ça? Regardez ma page ici. Pas dans ma page, regardez mon Facebook ici. Regardez mon Facebook, vous allez voir là-bas sa photo, non? Il y a beaucoup, non? Il faut encore qu'on en parle chaque temps. Ceux qui ont la force de parler, moi, je n'ai pas la force de parler, pardon. Donc, laissez-moi, moi, je suis une pauvre veuve. On envoie les millions aux gens ici en France, ici. Moi, je n'ai jamais eu. On ne m'a jamais rien envoyé. Donc, mais que supporter, vous m'a dit. Moi aussi, j'ai faim, hein. Moi aussi, j'ai faim, j'ai soif. Les gens qui supportent là, ce sont les gens qu'on envoie l'argent chaque temps, hein. Vous allez me dire. Hein, je vous pose la question, moi, on me donne quoi à manger? Je n'ai ni à boire ni à manger.
Et voilà, je vous laisse. Vous savez que dès que j'ai fini de manger comme ça, il faut que je me repose. Comme ça, on dit que quoi, je ne peux même pas me déplacer là. Voilà deux chambres qui me ici, la seule. Il y a même personne qui dort là-bas. Moi, je passe ma vie au salon. Je dors seulement là-bas quand je vais ignace. C'est quand j'ai ignace que je dors là-bas. Quand j'ai ignace, je suis au salon. Bon, à tout à l'heure, hein. Bisous. Je suis là. Ouais. Je vais me reposer d'abord. Je dors d'abord un peu. Tout à l'heure, je vais sortir. Oh. J'espère que vous avez aimé le podcast. On appelle ça comme ça, podcast, non? Est-ce que vous avez écouté là? Si vous ne voulez pas les problèmes avec les gens, hein, vous tapez sur YouTube, vous tapez... Mais vous êtes dans votre télévision, non? Ah, vous tapez YouTube. Tout ce que vous voulez voir, même les événements du Cameroun, même la CATV, tout ça c'est à YouTube, ça passe là-bas, vrac. Si vous voulez voir les événements partout dans le monde, vous tapez. Les réformes et tout, vous tapez. Moi, je suis abonné avec YouTube. Parce que moi, j'aime YouTube, parce que YouTube n'a pas de... il n'y a pas de publicité. Souvent, il y a des publicités dans certains trucs, mais l'émission de... comment on appelle? Enquête impossible ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de la publicité. Sauf quand ça coupe un peu. C'est tout. Moi, le monde devient déjà trop bizarre. Quand le monde devient bizarre comme ça, toi-même, tu deviens aussi bizarre. N'allez pas chercher des problèmes seuls. Parce qu'il y a certains gens ici à Facebook que tout le monde peut parler d'une chose. Moi, je viens seulement parler à ma façon. Vous savez que si vous ne parlez pas de choses, on va faire mon compte, on va me chasser à Facebook. Donc, moi, j'évite. Et je demande aux gens que si vous ne voulez pas être bloqué dans mes pages, les gens, ce qui se passe actuellement au pays ne m'intéresse pas. Je dis, ne m'intéresse pas. Moi aussi, on m'envoie les voix, on m'envoie aussi tout sur YouTube. À YouTube, je regarde. Vous voyez, non? C'est tout. Mais je ne peux pas parler des choses comme ça. On m'envoie ça sur WhatsApp là-bas. J'ai plein là. Et les voix, et les bazar, quelques billets, nous ne sommes pas. Et vous voulez qu'on parle pourquoi? J'ai l'impression que vous, ici, vous avez peur. Quand vous ouvrez vos Facebook, vous avez vos Facebook. Mais tout le monde a tout le monde a les directs. Tout le monde peut faire les directs du jour au lendemain. Vous avez fait les directs pourquoi? Hein? Pourquoi nous on a commencé à faire les directs pourquoi? On a commencé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Oui, vous commencez à faire les directs, vous avez des bons contenus intéressants. Il y a des gens qui sont vos amis, qui ne likent jamais vos photos. Ils vont dire, ah, Cassel, c'est déjà les directs. Elle va venir s'asseoir là-bas. Hein? Elle va venir s'asseoir dans ta page. Et tu vas te faire du monde, ils vont partager tes vidéos. Et vous allez vous faire du monde, des gens. Vous aurez des vues. Et pourquoi même pas après monétiser, après 3 mois ou 2 mois, tu monétises? Mais oui. Vous comprenez, non? C'est de ça qu'il s'agit. Comme vous aimez alors venir parler de la politique dans les murs des gens, pourquoi ne pas alors créer, prendre vous-même votre téléphone, faire les directs? Et c'est facile. Tous les téléphones ont les directs. Tu t'assois là-bas, tu vomis ton venin sur les gens du Cameroun. Les gens vont venir te regarder là-bas. Pourquoi il faut que vous sortez avec vos choses là dans vos murs pour venir mettre ça dans les murs des gens? Quand moi j'aurai des problèmes demain là, vous serez bien. Et moi je serai à Kondangi. C'est ça. Moi je ne parle pas des choses du Cameroun. Mais oui, quand chacun aille parler dans sa page, allez parler dans vos pages. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Après, quand tu vas bloquer les gens, tu attends que la femme c'est méchante. Non, non, non. La Black Beauty, c'est ta nouvelle page ici, non? C'est Black Beauty. Tu as une nouvelle page, non? Mets ta page ici, non? Black Beauty officiel. C'est un sujet très délicat. Je dis que très délicat. Vous n'avez pas vu que même le fameux le petit prêtre là, qui est parti parler là-bas, là, vous connaissez, lui-même, c'est les daïs. Tu mets ta bouche, on te tue. Moi, je veux voir mes parents, moi, je veux voir ma mère, je veux voir ma famille, je veux voir mes amis, je veux voir mes enfants. Pardon. Je ne veux pas de problème. Vous êtes toujours comme ça, vous avez vos pages là-bas qui ne vous servent à rien. Quand vous voulez parler des choses comme ça, mais vous allumez vos caméras, vous vous asseyez dans votre page même, avec votre nom, à vos risques et périls. Et il faut tuer que vous venez parler des choses comme ça dans les pages des gens. Ce n'est pas bien. Laissez-moi, je ne veux pas de problème. Moi-même, j'ai vu ma part de Djangui ces derniers temps. Je n'ai vu personne ici me soutenir. Moi-même, je me suis en sorti tout seul. C'est Black Beauty officiel.
la nouvelle page de la Black Beauty. Elle a créé une nouvelle page qui s'appelle Black Beauty officielle. Donc voilà. Là-bas, qu'on va s'abonner là-bas. Elle vient de notre nouvelle Oprah. Oprah Winfield. Elle s'appelle même Oprah Winfield, non? Notre nouvelle Oprah, elle va nous parler de bonnes choses là-bas. Bon, je vous laisse, hein. À tout à l'heure. Et puis de manger. Je me repose. Aujourd'hui, c'est maison. Même les enfants, ils sont pas là à l'école aujourd'hui. J'entends les enfants de ma voisine là qui est là. Vraiment, c'est grave. Il n'y a pas de train, il n'y a rien. Ah, ça. Voilà ta nouvelle page. Hein. Attends, je vais épingler la nouvelle page là. Je vais épingler. Voilà la page que j'ai épinglée. Hein. Voilà la page que j'ai épinglée. Donc, si vous voulez aussi rire, passer les bons moments, hein, passer les bons moments, hein, vous allez chez la page que j'ai, Black Beauty là, que je viens de mettre en bas là. Ok, à plus, hein. Jusqu'à de l'Allemagne, bonjour. Salut, tout à l'heure, merci.